Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 femmes musulmanes ayant vécu au 9e-10e siècle qui ont influencé le domaine scientifique et culturel. Et je reviendrai sur quelques points, parce qu'on invente parfois beaucoup de choses sur elles, ce qui au passage a compliqué grandement mes recherches. Je me suis littéralement bousillé les yeux et le cerveau sur mon ordi, mais je vous garantis que ça en valait la peine. D'ailleurs, je vous propose un défi. Si je vous demandais, là maintenant, de me citer le nom d'une femme musulmane importante au Moyen-Âge, en dehors de la période du prophète Mohammed, avec Khadija, Aïcha, etc. Alors, est-ce que vous avez des noms en tête? Sans doute qu'il y en a 2, 3, 4 maximum, et c'est souvent des dirigeantes ou des princesses au destin unique, comme Shajar al-Dour, Saïd al-Hura, ou des sultanes ottomanes comme Hurrem. Et rarement des femmes en dehors de la politique. À part peut-être Fatima el-Fihri que vous avez sans doute en tête. On y reviendra d'ailleurs dans la vidéo car il y a quand même quelques points à éclaircir sur elle. Non mais en réalité, de toute façon, c'est évident, au Moyen-Âge, les femmes musulmanes ne sont pas importantes. Et puis c'est connu, l'islam et les sociétés profondément patriarcales de cette époque les ont empêchées d'avoir une réelle influence, en dehors de leur rôle d'épouse et de mère. Ça, c'est la vision classique partagée par la majorité des personnes. Et peut-être qu'elle vous influence au moins en partie. Pourtant, en dehors des dirigeantes, des femmes musulmanes ont marqué leur époque et leurs actes ont été honorés par les auteurs arabes. Je vous propose donc de découvrir 3 de ces femmes et même un peu plus. Lubna était habile en écriture, grammairienne, poétesse, perspicace en arithmétique, et sa connaissance des mathématiques était vaste et grande. Elle a participé à la science. Il n'y avait pas plus noble qu'elle à la cour. Ces mots, ce sont ceux d'Ibn Bashkouwal, un auteur du XIIe siècle. Celle qu'il nous décrit, c'est Lubna de Cordoue, une femme ayant vécu au Xe siècle en Al-Andalus, la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane, et plus précisément au sein de sa capitale, Cordoue. À cette époque, la dynastie des Omeyyades domine la région. Depuis le règne d'Abdelrahman III, Al-Andalus a connu un essor politique, socio-économique et culturel incroyable. Parmi ses réalisations, vous connaissez peut-être son complexe palatial, Medinat az-Zahra. Mais il y a aussi le développement d'une vaste librairie califale, laquelle s'étoffe surtout sous le fils et successeur d'Abdelrahman, Al-Hakam II. D'ailleurs, c'est précisément là que Lubna a travaillé. Alors, qui est cette Lubna? D'abord, elle fait partie de l'entourage d'Al-Hakam, ou plutôt de ses serviteurs. À la base, elle aurait peut-être été une esclave avant d'être finalement affranchie. Être esclave et femme de savoir, eh bien, ça pourrait vous étonner. Mais dites-vous qu'à cette époque, les femmes esclaves de ce milieu se distinguent justement par leur qualité, que ce soit à travers la calligraphie, les sciences, la poésie, le chant, la maîtrise d'un instrument, etc. Si Lubna est si précieuse pour Al-Hakam, c'est parce que ses compétences lui sont extrêmement utiles. Car comme l'explique Ibn Bashkouwal, Lubna aurait été à la fois une excellente copiste et une grande érudite en mathématiques. Voilà pourquoi Lubna est si importante pour Al-Hakam, notamment pour son grand projet, celui de bâtir une immense librairie rassemblant des dizaines, voire des centaines de milliers de livres issus de différentes époques, de différentes régions et surtout les sujets imaginables. Parmi eux, il y a notamment les mathématiques, avec les ouvrages d'Euclide ou encore d'Archimède, des travaux que Lubna peut à la fois copier et comprendre. Voire même peut-être un peu plus. Parce qu'un jour, un des copistes d'Al-Hakam, Al-Hussein al-Fihri, est venu présenter sa copie du Kitab al-Ayn de Khalil, c'est-à-dire c'est le tout premier dictionnaire arabe. Ravi, le calife lui aurait alors demandé ce qu'il avait ajouté à cet ouvrage. Al-Fihri répond qu'il a enrichi le dictionnaire de 5683 mots. Ça signifie donc que les copistes ne sont pas toujours de simples copistes. Leur tâche est aussi parfois d'enrichir le contenu d'un manuscrit ou d'écrire des annotations à la marge. Alors bien sûr, ça concerne uniquement ceux qui possèdent un grand savoir. Et peut-être que Lubna en fait partie. Maintenant, la grande question c'est, est-ce que Lubna est une vraie exception ou bien est-ce qu'on a d'autres exemples à cette époque? Pour y répondre, il faut s'intéresser plus finement au contexte. Comme je vous l'ai dit, Al-Hakam bâtit une immense librairie. En plus de recueillir des livres de tout le monde musulman, il invite aussi les meilleurs savants de l'époque à sa cour, quitte à les faire venir de Bagdad. Si le calife omeyyade élabore un tel projet, ce n'est pas juste par amour de la culture, même si les sources le présentent comme un grand érudit. Ce qui se joue en arrière-plan, c'est le rayonnement de la dynastie et d'Al-Andalus face à ses 2 grands rivaux, les califes fatimides en Égypte et abbassides en Irak. Au passage, eux aussi ont bâti leur propre librairie,
avec le célèbre Bayt al-Hikma de Bagdad dès la fin du 8e siècle et le Dar al-Hikma du Caire au début du 11e siècle. Donc les livres sont très prisés. D'autant qu'avec le développement de la production de papier et la montée en puissance d'une élite sociale, la demande a littéralement explosé. Alors pour parvenir à rassembler autant d'ouvrages, Al-Hakam doit s'entourer d'un personnel très fourni, avec des hommes, mais aussi des femmes. À côté de Lubna, peut-être que plusieurs dizaines de femmes travaillent en tant que copistes, mais à un rang sans doute moins élevé. Une tendance déjà présente sous les prédécesseurs d'Al-Hakam, comme Abdelrahman II et III. On parle alors de ces femmes comme étant des katibas, c'est-à-dire des scribes ou des calligraphes. Plus largement, on sait aussi que 127 femmes ont copié le Coran en écriture koufique dans les faubourgs de Cordoue. Surtout, on a la mention d'une femme décrite comme katiba et astronome. Elle aurait travaillé dans le palais d'Al-Hakam, qui aurait été émerveillée autant par l'étendue de ses connaissances que par son utilisation de l'astrolabe. Pourtant, on ne connaît pas son nom et encore moins son parcours. Et c'est là justement le gros problème. Parce qu'à part des citations disant que Lubna était une grande érudite, on ne sait pas grand-chose sur elle non plus, et encore moins sur les autres femmes. Alors quel était précisément leur rôle ? C'est compliqué de le savoir. Comme vous allez le voir avec les deux prochaines personnalités, ce problème se pose tout le temps. Pour Al-Andalus, les historiens étudient majoritairement les dictionnaires biographiques, listant les figures importantes dans tel ou tel domaine. Mais quand on y regarde bien, les femmes y sont très rarement mentionnées. Et quand elles le sont, on a très peu de détails sur leur activité. C'est là que certains contenus sur internet, que ce soit des blogs ou des vidéos, sont critiquables. Soit parce qu'ils se basent sur ces maigres citations et les extrapolent en faisant de Lubna une femme extrêmement intelligente, soucieuse de l'éducation de ses concitoyens et ayant été une mathématicienne de génie, soit parce que leur discours ne repose carrément sur aucune source. Et là, on est dans la pure invention. Tout ça alors que rien que l'existence de ces sources vous montre que certaines femmes ont eu un rôle important et que la vision habituelle sur les sociétés musulmanes médiévales, voire sur l'islam par rapport à la femme, est souvent simpliste et doit être nuancée. Sur ce, je vous propose de découvrir la deuxième personnalité. Dans son Kitab al-Fihrist, Ibn Nadim mentionne une trentaine d'astronomes fabriquant des astrolabes entre les 8e et 10e siècles. Au cours de son énumération, voici ce que l'on découvre. Nom des fabricants d'instruments astronomiques. Al-Ijli al-Asturlabi, un apprenti de Bétoulouz. Al-Ijliya, sa fille, élève de Bétoulouz, qui travaillait pour Saïf ad-Dawla. Il aurait donc existé une certaine Al-Ijliya qui aurait fabriqué des astrolabes. Encore une fois, comme pour Lubna, on se trouve au Xe siècle. Et ce n'est pas un hasard. Si les sciences et ici l'astronomie sont si importantes à cette époque, c'est parce qu'entre la fin du 8e et le milieu du 10e siècle, il s'est produit une véritable effervescence culturelle et scientifique, principalement en Orient, où les califes abbassides ont initié un vaste mouvement de traduction d'ouvrages antiques, gréco-romains et persans, vers l'arabe. Une dynamique poursuivie ensuite par de nouvelles dynasties régionales, suite au déclin progressif du califat abbasside. C'est dans ce contexte donc qu'évolue notre Al-Ijliya, plus connu sous le nom d'Al-Asturlabi, un surnom en lien avec la profession de sa famille, fabricant d'astrolabes. Alors, qui est cette Al-Ijliya ? À nouveau, les sources nous disent très peu de choses. Grâce à Ibn Nadim, on sait donc qu'elle est la fille d'Al-Ijli, un fabricant d'astrolabes, qui lui-même aurait été l'apprenti d'un certain Bétoulouz. En réalité, c'est plutôt Nastoulouz ou Bastoulouz. Et ce nom est très important, car Muhammad ibn Abdallah Nastoulouz aurait créé l'un des plus anciens astrolabes connus à ce jour, aux alentours des années 920. Donc Al-Ijliya est né dans une famille privilégiée avec une longue tradition savante, ce qui lui a donc permis à son tour de bénéficier des enseignements de Nastoulouz. Ibn Nadim nous dit aussi qu'elle a travaillé pour Saïf ad-Dawla, c'est-à-dire pour une de ces dynasties émergentes. Saïf ad-Dawla étant l'un des principaux dirigeants des Hamdanides et le fondateur de l'émirat d'Alep. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, compliqué d'aller beaucoup plus loin. Quand Ibn Nadim nous dit qu'elle travaillait pour Saïf ad-Dawla, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'elle créait elle-même des astrolabes ou bien est-ce qu'elle assistait quelqu'un de plus compétent ? Si Ibn Nadim en parle, c'est quand même qu'elle devait avoir un minimum d'importance. Le problème, c'est qu'à nouveau, vous avez plein de blogs et de vidéos qui vont vous dire qu'elle a créé des astrolabes extraordinaires ou encore qu'elle aurait carrément inventé l'astrolabe. Encore une fois, ces personnes veulent mettre en avant une femme musulmane savante méconnue et l'intention en elle-même est louable. Mais pourquoi partir sur des hypothèses infondées
voire même sur des inventions. Parce que finalement, le discours de ces sources, eh bien, il est déjà hyper passionnant. Vous êtes en plein milieu du Xe siècle et une femme participe à la création de l'Astrolabe, ce qui à l'époque est un bijou de technologie. D'autant qu'à cette époque, elle n'est pas la seule à développer un savoir et à le mettre en pratique. Et oui, je vous l'ai dit, il y aura des petits bonus dans la vidéo. Voici ce que l'on peut croiser dans l'histoire de Bagdad d'Al-Khatib al-Baghdadi, un auteur du XIe siècle. Son nom est Soutayta. Elle est la mère du juge Abul Hussein Muhammad ibn Ahmed ibn al-Qasim al-Mahamili. Elle était une femme vertueuse et savante, parmi les rares de son époque, et compétente dans la jurisprudence de l'école chaféite. Elle mémorisa le Coran et maîtrisa les règles sur l'héritage et ses calculs, la grammaire et d'autres savoirs. Comme El-Ijliya, Soutayta el-Mahamili vient d'une famille privilégiée, avec plusieurs membres qui ont été de grands érudits religieux dans le domaine des hadiths, autrement dit la tradition prophétique. Elle a donc profité de cet héritage intellectuel, mais en y associant une nouvelle compétence, les mathématiques. Les auteurs expliquent alors que grâce à l'étendue de son savoir, les juges faisaient appel à elle pour régler différents problèmes, notamment les cas d'héritage. Alors, après avoir découvert le parcours de ces trois femmes, vous pourriez me dire qu'il s'agit d'exceptions. En même temps, c'est totalement logique. Des femmes qui, en plus de détenir un savoir, sont aussi influentes dans la société et sont assez importantes pour être citées par des auteurs, qui plus est des hommes, c'est forcément une minorité. Mais ça n'empêche pas que ces femmes sont nombreuses et qu'en plus d'appliquer réellement leurs connaissances, certaines ont même pu les transmettre autour d'elles. Et ça c'est vrai dans beaucoup de domaines, notamment dans les sciences religieuses. Pour les femmes, c'est surtout la tradition prophétique. Comme avec l'exemple de Fatima bin Saad al-Khayr au XIIe siècle, qui non seulement a reçu une instruction sur les hadiths, mais qui en plus a transmis son savoir à Damas et au Caire, à la fois à des femmes et à des hommes, y compris à des savants réputés, sans compter les multiples périples qu'elle a effectués. Des parcours comme ça, il en existe des dizaines. Et les sources nous parlent même parfois de femmes plus modestes, appartenant au peuple. Grâce à mes lectures, j'ai croisé l'exemple d'une coiffeuse du XIVe siècle dont le contrat de mariage interdit son époux de l'empêcher de travailler. Ou encore une nourrice qui a pu conserver l'intégralité de son salaire alors que son mari voulait en prendre une partie. Alors si vous voulez découvrir cette réalité malheureusement méconnue, eh bien j'ai créé un gros programme sur le sujet que je viens tout juste de mettre à jour. Si vous voulez plus de détails sur ce programme et comprendre pourquoi cette démarche est si importante aujourd'hui, notamment si vous êtes musulman et surtout musulmane, eh bien j'ai créé une vidéo gratuite où je vous explique tout ça, avec en plus une surprise à l'intérieur. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer qui je suis et pourquoi j'ai fait ce travail. On en vient donc à la troisième et dernière personnalité de cette vidéo. Vous l'attendez, c'est la fameuse Fatima el-Fihri. Alors je vous préviens, il y aura beaucoup de points à éclaircir. Et ça ne sera pas vraiment la dernière personnalité, parce que vous allez voir qu'il en existe d'autres, certaines même plus importantes, et pourtant méconnues. Fatima el-Fihri, vous la connaissez sans doute, surtout si vous êtes musulman. C'est celle qui est censée avoir créé la première université au monde, la fameuse Al-Qarawiyyin, située à Fès, au Maroc. Et si son nom vous est si familier, c'est parce qu'on le retrouve partout sur internet, plus que toutes les autres femmes que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Plein d'illustrations circulent, le Guardian en parle, le Guinness World Record lui attribue une récompense et un programme Erasmus porte même son nom. Mais alors, est-ce qu'on a des preuves concrètes que Fatima el-Fihri a bien créé la première université? Alors pour ça c'est simple, il suffit d'adopter la méthode scientifique, autrement dit se focaliser sur les sources anciennes. Je vous propose donc qu'on mène ensemble l'enquête. La première source qui mentionne Fatima el-Fihri, c'est Ibn Abizar, un savant de Fès qui a écrit une histoire de la ville, le Rawd el-Qirtas. Même s'il s'appuie sur des sources plus anciennes, dont on a perdu la trace, rappelons juste qu'il écrit au début du XIVe siècle, donc plus de 4 siècles après Fatima, qui a vécu entre les années 800 et 880. Ça fait beaucoup d'écart, mais passons. Selon le témoignage d'Ibn Abizar, la famille de Fatima aurait migré depuis Kairouan pour s'installer à Fès. Sauf qu'un jour, son père et son mari décèdent. Comme elle appartient à l'élite de la ville, elle hérite de nombreuses richesses. C'est là qu'elle décide de fonder une mosquée, la future Al-Qarawiyyin. Comme le dit Ibn Abizar, c'était le samedi de la nouvelle lune du mois de Ramadan, de l'année 245, autrement dit le 3 décembre 859 de notre ère. Elle l'a construite en argile et en cailloux.
Elle avait 4 zones pavées et une petite cour. Puis il nous raconte que sa sœur, Maryam, a elle aussi construit une mosquée, celle d'El Andalousiyin, la mosquée des Andalous. Cette histoire, on la retrouve aussi chez Ibn Khaldoun. Ainsi, elle planifia la mosquée principale, bien que petite, sur la pente d'El Karawiyin, en l'an 245, sur un terrain vague que l'imam Idriss lui avait accordé. Donc voilà ce que les auteurs médiévaux nous disent. On a 2 sœurs issues d'une famille aisée de Kérouan, venues à Fès, et qui y ont bâti 2 mosquées aux dimensions encore modestes. Alors, où est l'université? Et même, tout simplement, où est la bibliothèque? Je crois qu'on a besoin de quelques clarifications. Alors d'abord, dès les débuts de l'islam, la fonction d'une mosquée n'est pas uniquement limitée à la prière. Régulièrement, on y effectue aussi des enseignements, principalement religieux. Et c'est peut-être vrai pour Fès, car au 9e siècle, la ville commence à bien se développer. Sauf que j'ai bien dit peut-être, parce qu'on n'a aucune source prouvant que des enseignements auraient bien été réalisés à Al-Karawiyin. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au fil des siècles, la mosquée a été progressivement agrandie, avec des travaux en 956, puis au 11e siècle sous les Almoravides. En parallèle, sa popularité s'accroît au point qu'au 12e siècle, Al-Karawiyin compte parmi les principaux centres religieux et intellectuels de l'Occident musulman. À première vue, ce n'est qu'à partir de cette époque-là, et surtout à partir du début du XIVe siècle, avec les Mérinides, que des enseignements à la fois poussés et nombreux sont mis en place. En particulier grâce aux actions d'Abou Saïd et d'Abou al-Hassan, qui ont construit plusieurs madrasas à proximité des 2 mosquées entre les années 1320 et 1340. Ce point-là est très important, parce que ce qu'on appelle les madrasas, c'est l'équivalent d'instituts d'études supérieures, avec des financements, une organisation et des cursus précis. En sachant que cette institution s'est seulement développée dans l'Orient musulman à la fin du XIIe siècle avec la célèbre Nizamiya de Bagdad, fondée en 1165. Donc, est-ce qu'on peut dire que Fatima al-Fihri a fondé une université? Avec les sources disponibles et à travers la façon dont on définit une université aujourd'hui, ce serait exagéré. Il y a à la fois un problème de preuve historique et de terminologie. Mais encore une fois, est-ce que ça revient totalement à minimiser l'action de Fatima? Un petit peu, c'est vrai, parce que c'est moins merveilleux. Mais ça n'empêche pas qu'on a à nouveau une femme musulmane qui a à la fois permis l'essor architectural d'une ville, tout en participant probablement à l'instruction de ses habitants. Et ça, personnellement, je trouve que c'est déjà énorme, qui plus est au 9e siècle. Surtout qu'elle n'est pas la seule à avoir financé de tels projets. Il y a d'autres femmes moins connues et pourtant à minima aussi importantes. Et oui, je vous ai dit que vous alliez découvrir d'autres personnalités et je tiens mes engagements. Par exemple, si je vous parle de Deifa Khatoun, est-ce que ça vous dit quelque chose? Là déjà, je suis un peu moins sûr. Deifa Khatoun, c'est une dirigeante ayyubide ayant exercé la régence à Alep entre 1236 et 1242. En plus de répondre à ses devoirs politiques, elle a financé la construction de 2 bâtiments. La Madrasa al-Firdaus en 1236, toujours visible aujourd'hui mais malheureusement endommagée par la guerre civile, et la Khanka al-Farafra, là aussi en partie visible. Donc à nouveau, des lieux à la fois de dévotion et d'enseignement religieux. Plus largement, ce qu'a remarqué Stephen Humphreys en 1994, c'est qu'environ 1/5 des bâtiments religieux et 1/4 des madrasas présentes à Damas sous les Ayyubides ont été fondés par des femmes. Une dynamique observable pour d'autres dynasties comme les Fatimides ou les Mamelouks, mais à moindre échelle. Alors j'aurais pu aussi vous parler des princesses safavides et mogholes, des sultanes ottomanes et finalement de plein d'autres femmes. Alors vous me direz encore, oui, mais ce sont toujours des minorités. Et là encore plus, puisqu'on parle de dirigeantes. Et je vais le répéter, mais c'est logique. Celles qui s'illustrent, ce sont celles qui profitent du plus grand héritage culturel et matériel. D'ailleurs, c'est un mécanisme toujours très présent aujourd'hui, même s'il est moins déterminant. Donc oui, on a beaucoup moins d'informations sur les femmes du peuple. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Plusieurs articles démontrent que même les femmes de milieux moins aisés, voire populaires, peuvent posséder un travail, se déplacer assez librement, effectuer des transactions financières de manière indépendante et même imposer leurs conditions à leur époux lors du mariage. Ce qui vient quelque peu nuancer la vision habituelle et malheureusement souvent réductrice, limitant la femme musulmane à son rôle d'épouse et de mère qui ne sort quasiment jamais de chez elle. Alors, si vous voulez découvrir ces réalités méconnues, si en tant que musulmane vous désirez enfin accéder à l'histoire et au parcours de femmes musulmanes inspirants et dépassant les stéréotypes actuels,
Eh bien, j'ai créé un programme de plus de 5 heures sur le sujet. À l'heure actuelle, 105 personnes l'ont déjà visionné et les retours sont excellents. Comme il est probable que vous ayez envie de vous faire une idée plus claire de ce que vous allez découvrir et de comprendre les raisons qui m'ont poussé à réaliser ce programme, eh bien, j'ai créé pour vous une vidéo gratuite d'une 50aine de minutes. À l'intérieur, je vous ai aussi présenté les principales découvertes que j'ai réalisées après plus de 120 heures de lecture. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Vous aurez juste à me transmettre votre mail et vous recevrez le lien vers la vidéo quelques minutes plus tard, en plus de la surprise. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu sur un sujet qui, vous l'aurez vu, est un sujet très peu abordé sur YouTube et même de manière générale sur Internet. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, eh bien, partagez cette vidéo à la personne à qui ça pourrait le plus profiter et que vous connaissez. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, mais surtout à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Et comme toujours, bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, portez-vous bien.